Bonjour à tous. Donc, il me revient l'honneur d'inaugurer ce quart d'heure pasteur consacré à la recherche clinique. Alors, lorsque Clémentine nous en a parlé, elle nous a dit, voilà, en fait, il faudra vraiment vous limiter dans le temps, vous n'aurez pas plus de 10 minutes par personne. Donc, je me suis dit, parler en quelques minutes de la recherche clinique, est-ce que c'est possible ? C'est en tout cas une gageure. J'étais assez perplexe et puis je suis tombée sur cette phrase de notre mentor et je me suis dit que tout était possible. Voilà. On verra bien ce que vous aurez retenu au bout de nos 30 minutes de discussion. Alors, pourquoi parler d'éthique ? Alors, on confond parfois un petit peu l'éthique avec la morale avec le droit et l'éthique avec le droit. Bref, on a tendance à faire un grand panier et à mélanger tous les concepts. Mais l'éthique, c'est une discipline de la philosophie en particulier qui est spécialisée, pourrait-on dire, qui est centrée sur le questionnement des valeurs et des normes afin, et ça c'est très pratique, d'orienter le choix et l'action dans les domaines complexes. Quand je dis domaine complexe ou contexte complexe, ça veut dire en général des sociétés démocratiques, pluriphilosophiques, pluri, donc bref, des sociétés où tout le monde ne se ressemble pas, n'a pas les mêmes valeurs, n'a pas les mêmes opinions. Et c'est bien dans ce contexte-là que l'éthique est un élément qui favorise la réflexion, l'interrogation, la critique des systèmes en place et qui permet, dans le cas des dilemmes, parce que finalement le terreau de l'éthique c'est le dilemme, de trouver une solution. Donc voilà, ça c'était un petit point de précision. Comme je vous disais, il y a clairement une visée pratique, c'est-à-dire que ce n'est pas une discipline pour les gens qui apprécient uniquement les idées métaphysiques, même si on a parfois tendance à penser qu'un philosophe n'aime que les idées métaphysiques. En fait, non, l'éthique, c'est une discipline pratique, c'est-à-dire qu'elle a vocation à trouver des solutions et, comme je le disais, à faire une différence dans le domaine de l'action. Et petit élément complémentaire, ce n'est pas l'équivalent des positions, opinions, convictions personnelles que nous avons tout un chacun, y compris les philosophes. Au contraire, on entre dans la discussion éthique avec ce bagage qui peut être composé à la fois disons, de notre héritage socio-culturel, familial, socio-professionnel, et puis par le biais de la discussion, par le biais de la discipline argumentative, on se décentre et on est supposé voir un petit peu plus loin tous ensemble. Voilà, donc ça c'est la dynamique de l'éthique en tant que discipline faisant partie de la philosophie. Alors quand on parle d'éthique dans le cadre de la recherche clinique, en fait on peut dire que c'est un ensemble de règles et de principes qui ont été élaborés, mis sur pied à la base de toute une série de situations critiques où justement on a eu à questionner les valeurs et les normes. Que fallait-il faire dans ce contexte donné ? Que devions-nous faire ? C'est bien ça le sens des règles éthiques. Ensuite, ces règles ayant acquis une certaine pérennité, une certaine permanence, étant considérées comme ayant une valeur pérenne, eh bien, elles sont devenues le corpus des règles et standards éthiques internationaux. C'est à ça qu'on se réfère dans le domaine de la recherche clinique lorsque l'on parle d'éthique de la recherche. On peut dire que l'ensemble de ces règles a comme visée première, principale, et ce n'est pas toujours compris par la communauté scientifique, la protection des individus, des participants à la recherche, et secondairement la protection de la société. Alors, ça peut paraître étonnant aux chercheurs. J'ai parfois des chercheurs qui me disent mais ça ne va pas du tout dans le sens de mon intérêt. Et en fait, oui, c'est vrai, l'éthique n'est pas prioritairement pensée pour être dans l'intérêt de la recherche. L'idée est autant que possible de conjoindre à la fois l'intérêt de la recherche et l'intérêt du participant, mais si à un moment il faut faire un choix entre l'intérêt, le bien-être, la dignité du participant et l'intérêt de la recherche, eh bien ce sera l'intérêt du participant qui prévaudra. Je vous expliquerai ça un petit peu plus loin. Alors pourquoi ce devoir de protection ? Comment a-t-il émergé ? En fait, tout ne vient pas de là, mais beaucoup vient d'un événement, disons, traumatique qui a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale et du traitement qui en a été fait directement après la Seconde Guerre mondiale,
à l'occasion d'un des premiers procès de corporation qui ont eu lieu dans l'Allemagne en cours de dénazification. À ce moment-là, l'Allemagne était coupée en plusieurs parties, chacune relevant de la responsabilité d'un État allié. Et donc, les États-Unis avaient la portion de territoire dans laquelle il y avait la ville de Nuremberg. Et outre le procès très célèbre des grands criminels de guerre que l'on appelle habituellement le procès de Nuremberg, il y a eu aussi d'autres procès, dont celui des médecins. Alors, qui étaient ces médecins? En fait, c'était des médecins allemands, pour la plupart, appartenant à la fine fleur de la science allemande. Il faut savoir que l'Allemagne était un des pays les plus avancés à cette période historique en matière de science et de technologie. Et pour soutenir l'effort de guerre, un certain nombre de scientifiques de grand renom se sont associés à Berlin pour définir des expériences qui allaient pouvoir aider l'armée allemande. Ça, c'était un des axes d'action de ces médecins, à disposer de connaissances permettant de faire une différence avec les puissances alliées. Donc le but était très prioritairement d'aider l'armée allemande à trouver des solutions. Par exemple, lorsque un aviateur allemand devait s'expulser de son appareil et tombait dans l'eau salée de la mer, pouvait-il boire l'eau salée? Donc il dérivait plusieurs jours. Que fallait-il lui recommander? Fallait-il lui recommander de ne pas boire du tout? Enfin, pas du tout d'eau de mer, de boire de l'eau de mer ou de boire de l'eau de mer en même temps qu'un médicament qu'il aurait conservé sur lui. Bref, c'était des options de ce genre qui étaient à l'étude. Et en fait, c'est tout simplement sur la population de détenus de certains camps de concentration que ces expériences ont été faites. Donc il y a eu l'expérience sur la désalinisation de l'eau de mer, il y a eu l'expérience sur la dépressurisation, et puis il y a eu d'autres axes d'expérience, notamment tous ceux qui concernaient les aspects chimiques donc, et les aspects médicamenteux, l'intérêt de tel ou tel antibiotique, l'intérêt de telle ou telle action chirurgicale, et puis par ailleurs, troisième volet d'expérience médicale, les expériences visant à promouvoir la politique raciale et d'ethno-stigmatisation du pouvoir nazi. Ça, ce sont les expériences qui sont restées dans la mémoire de l'histoire et la mémoire des gens, avec le célèbre Mengele et les expériences sur les jumeaux. Mais en fait, Mengele n'a jamais été arrêté. Il n'est donc jamais passé devant ce procès pour les médecins. C'est des médecins, disons, plus standards, entre guillemets, qui ont été attraits en justice devant le tribunal militaire américain. Et sur les 20 médecins accusés, eh bien, il y en a 7 qui furent pendus. Et un très long réquisitoire, un très long jugement ont été rendus à cette occasion. Et c'est dans ce jugement que l'on trouve ce que l'on appelle le Code de Nuremberg. Alors le Code de Nuremberg, c'est donc... Là, je m'interromps une seconde pour vous montrer une des photos prises à l'occasion de ce procès. Donc on voit un expert médical américain, puisque c'était l'expert de l'accusation, le docteur Leo Alexander, qui montre sur les jambes d'une ancienne prisonnière le résultat, enfin les cicatrices liées aux expériences qu'elle avait vécues. Voilà, il y a beaucoup d'autres photos et d'autres documents auxquels vous pouvez avoir accès sur le net. Donc, je reviens donc à ce jugement, à cette pièce énorme de droit dans laquelle on trouve une section qui s'appelle Permissible Medical Experiments. Et dans cette section, en fait, sont détaillés toute une série de principes pour lesquels l'ensemble des médecins qui formaient l'accusation, les témoins de l'accusation américaine, ont considéré qu'on pouvait dire qu'ils valaient en tout temps et en tout lieu. Donc le docteur Leo Alexander, que vous avez vu avec l'une des victimes, a aidé à la mise sur pied de cet ensemble d'éléments. Alors la défense allemande a bien sûr essayé de dire que, y compris les Américains, ils avaient fait des expériences, et c'était d'ailleurs vrai, que ça ne valait que dans certains pays et pas dans d'autres. Ça a été rejeté. Et donc c'est dans ce document que l'on trouve un énoncé de 10 principes.
Alors, quels sont ces principes? Ça vaut la peine de les lire une seule fois dans sa vie, au moins, parce qu'en fait, ils sont toujours d'actualité. Ils ont été un petit peu modifiés, on en a rajouté d'autres, ils ont été retravaillés, mais ils sont, pour la majeure partie, totalement actuels. Donc, le premier principe qui a été énoncé, c'est celui du consentement. Vous imaginez bien que dans les camps de prisonniers et de détenus de l'armée allemande, le consentement ne valait pas grand-chose. Donc, les seules fois où on a sollicité le consentement, c'était plutôt dans une logique de, puisque de toute façon tu es condamné à mort, est-ce que tu veux bien, disons, que l'on transforme ta peine plutôt qu'en décès immédiat, en décès via une expérience? C'était de cet ordre-là, le consentement. Donc avec le consentement, on a également travaillé, je ne l'ai pas reproduit ici, mais on a travaillé la capacité juridique à donner un consentement et l'information que doit recevoir toute personne qui est sollicitée pour donner son consentement. Un élément fondamental, c'est la deuxième condition, à savoir que l'expérience doit viser le bien de la société. C'est toujours d'actualité, mais ça a été retravaillé pour être prononcé plus finement. C'est-à-dire qu'on va dire maintenant que l'expérience doit avoir une visée thérapeutique, diagnostique ou préventive. Donc en gros, elle doit s'inscrire dans le champ de la santé publique. Si votre expérience vise seulement à soulager votre curiosité, en quelque sorte, et qu'elle ne peut pas justifier d'un de ces trois axes, eh bien, en fait, vous ne pouvez pas, de façon éthique, faire appel à des êtres humains pour la mener. Donc, vous pouvez peut-être la faire dans d'autres circonstances, mais pas en faisant appel à des êtres humains, ou tout du moins, elle ne sera pas considérée comme une expérience éthique. Elle doit se baser sur les résultats de l'expérimentation animale préalable, si toutefois, bien sûr, il existe des modèles animaux. Ça vaut toujours, c'est toujours d'actualité. Elle doit éviter toute souffrance inutile, elle doit bien sûr éviter le décès et les blessures incapacitantes. Alors, dans le code de Nuremberg, donc dans cette partie de jugement, de façon assez ironique ou sardonique, les juges ont dit que, bien sûr, si ça ne devait pas éviter la souffrance ou le décès, eh bien, les expérimentateurs pouvaient toujours la conduire, mais sur eux-mêmes. Donc, en tout cas, on ne fait pas appel à autrui. Le risque doit être proportionné à l'enjeu humain. Il est évident qu'on ne fait pas courir des risques importants pour une question qui, finalement, ne pourrait bénéficier, dont la résolution ne pourrait bénéficier qu'à un tout petit nombre de personnes, ou pour une pathologie qui ne serait pas conséquente. Donc la question du risque, et là on voit très bien un premier élément qui ensuite a façonné tout l'encadrement de la recherche, la question du risque, c'est vraiment un axe fondamental en recherche, ça reste valable aujourd'hui, toujours en éthique comme ailleurs. L'expérience ne sera menée qu'après une préparation adéquate et dans des installations appropriées. C'est évidemment une requête qui est toujours d'actualité. C'est aussi pour ça que les investigateurs doivent justifier de certaines qualifications. Vous avez également la même chose, l'expérience doit être conduite par une équipe scientifique qualifiée. Alors, un autre élément très important, à tout moment de l'expérience, le participant doit avoir la liberté de quitter celle-ci. Et on ne peut faire aucune pression contre lui. On ne peut même pas, en principe, lui demander de se justifier. Alors, parfois, maintenant, on peut solliciter, disons, la réponse du participant pour savoir pourquoi il veut quitter la recherche, mais il faut le faire très finement. Il ne faut en aucun cas que ça puisse être perçu comme un moyen de faire pression sur lui. Et puis le scientifique, qui a la responsabilité de son expérience, doit se tenir prêt à l'arrêter à tout moment. C'est le endpoint qu'on connaît très bien en recherche animale, si des risques devaient survenir pour le participant. Ces 10 principes sont donc toujours d'actualité. Ils ont été repris, retravaillés, étayés, clarifiés, parfois interprétés à l'aune de ce que les pays en voie de développement vivent dans plusieurs grands corpus de textes qui sont devenus, Anne-Laure en parlera, des textes de soft law, c'est-à-dire qu'en tant que tels, ils ne s'appliquent pas directement, mais ils ont des tas d'implications indirectes. Le premier de ces textes qu'en général on connaît, c'est la déclaration d'Helsinki. Il date de 1964, mais il a été révisé à plusieurs reprises et sa lecture est très facile. Il ne fait que quelques pages et si vous n'avez pas encore pu le faire, je vous encourage à le lire au moins une fois. Alors ensuite, vous avez les lignes directrices CIOMS. Alors il y a une erreur, ce n'est pas en 93 qu'elles ont été édictées, c'est en 82, il y a une petite erreur. Et la dernière révision date de 2016. Là, c'est un document beaucoup plus conséquent qui adresse spécifiquement les enjeux éthiques propres aux recherches dans les pays en voie de développement.
Donc c'est quelque chose de très fouillé. Vous avez des guidelines, puis des commentaires des guidelines. C'est un véritable outil interprétatif sur l'éthique. Mais ça fait plusieurs dizaines de pages. Ensuite, vous avez un texte qui, lui, est un texte de hard law, c'est-à-dire qu'il est un texte directement applicable de droit. C'est la Convention d'Oviedo, mais auquel beaucoup de pays auquel beaucoup de principes éthiques et de comités d'éthique se réfèrent en tant que tels. Vous avez toute une série de déclarations de l'UNESCO, qui sont donc des déclarations, c'est-à-dire des textes d'intention, mais qui sont considérés comme pavant le chemin éthique de la recherche clinique ces dernières dizaines d'années, en particulier dans le domaine de la génétique humaine, qui est un domaine plus récent pour beaucoup via la génomique que d'autres aspects de la recherche clinique. Une chose qui n'existait pas réellement au départ et qui a été ajoutée et qui est maintenant fondamentale, vous voyez, c'est finalement le troisième pôle, celui relatif à l'approbation par un comité d'éthique. Donc initialement, dès 46-47, dans le Code de Nuremberg, on a des éléments, des recommandations, des requêtes qui concernent les objectifs de la recherche et les conditions dans lesquelles elle est menée. On a également un ensemble d'éléments et de contraintes liés aux participants, donc le consentement, l'information, le fait qu'ils peuvent se retirer de la recherche. Et en fait, il a fallu attendre 2000 pour que soit inscrit dans la nouvelle version de la déclaration d'Helsinki l'obligation d'obtenir l'approbation d'un comité d'éthique. Auparavant, il y avait un certain flou. L'existence même de comités d'éthique, elle est ancienne, elle date pour les premiers comités d'éthique tels qu'on les imagine des années 60, en particulier aux États-Unis. Mais pour que ça devienne un passage obligé avant que la recherche commence, il a fallu un certain nombre d'années. C'est maintenant totalement clair et il n'est pas envisageable de mener une recherche éthique sans en passer devant un comité d'éthique et d'obtenir son approbation, non seulement pour la version initiale du protocole, mais également pour tous les amendements qui pourraient suivre. C'est pour ça que j'ai fait cette slide complémentaire, donc en précisant que l'évaluation éthique doit avoir lieu avant le démarrage de la recherche et se poursuivre ensuite en cas d'amendement. Elle doit se faire par des comités indépendants et multidisciplinaires. Alors indépendant, ça en général, c'est assez bien compris. Multidisciplinaire, ça l'est moins. Pourquoi devrions-nous accepter que notre recherche soit évaluée par des gens qui n'y comprennent rien, qui ne sont pas médecins, qui ne publient pas dans Nature? Quel est le sens de ça? Alors que la science marche beaucoup à l'évaluation par les pairs. Mais en fait, c'est vraiment un élément fondamental qui existe depuis les années 60. On estime qu'une revue éthique existe d'abord par sa pluridisciplinarité, le croisement des vues. Et pour pouvoir croiser des vues, il faut que ces vues ne se ressemblent pas trop, qu'elles ne soient pas trop habitées par l'habitus de telle ou telle profession. Et c'est donc pour cette raison-là qu'on estime acceptable, même souhaitable et obligatoire maintenant qu'il y ait des disciplines telles que les juristes, les anthropologues, les sociologues, des méthodologistes. Bon, en général, ce sont des scientifiques, mais on peut avoir des pharmaciens qui ne sont pas médecins. Enfin, on peut avoir toute une série de composantes, des représentants d'associations de patients, et même parfois des lay members, comme on dit, c'est-à-dire des membres complètement profanes. C'est très courant dans les comités anglo-saxons, qui sont là pour croiser, finalement, pour aider à la richesse de l'évaluation d'un projet en soulevant leurs questions et leurs interrogations, qu'elles soient profanes finalement ou plutôt initiées. Ça se fait sur la base d'un protocole. Nathalie va revenir à ce que veut dire un protocole en bonne et due forme. C'est donc obligatoire pour ceux qui en douteraient. Et la principale vérification que va faire le comité d'éthique, outre tous les autres aspects, c'est de s'assurer que les objectifs de la recherche ne prévalent pas sur la protection des participants, ce qui est quand même une tentation bien fréquente. Juste un petit mot pour vous dire qu'il y a, et j'achèverai ma brève présentation ici, il y a à l'Institut Pasteur un comité d'éthique, il y en a même deux, un qui s'appelle l'IRB et un qui s'appelle l'Ethics Board. Et c'est la cellule éthique qui est un service support à part entière, composé de très peu de personnes, qui s'assure de faire fonctionner ces deux comités. Et donc ces deux comités, pour l'IRB, se réunissent tous les mois, l'Ethics Board c'est 2 fois par an.
Et donc, nous assurons une revue des protocoles ou un monitoring éthique en bonne et due forme d'un certain nombre de recherches qui sont menées ici à l'Institut Pasteur. La cellule éthique dispose également d'un volet de conseil qui se fait via de la guidance sur le campus et également du conseil institutionnel auprès de structures comme la direction médicale, via des structures comme le CORC, auprès du directeur général et donc de la directrice médicale. Nous avons également un volet d'expertise, c'est-à-dire que nous faisons de la recherche sur des aspects bien spécifiques, parce que la recherche existe bien sûr dans le domaine des sciences, mais elle existe aussi dans le domaine de la bioéthique et de l'éthique de la recherche. Et nous faisons aussi du training et du capacity building, soit sur le campus, soit en dehors. Alors n'hésitez pas, si vous avez besoin de poser des questions éthiques, vous avez là l'alias qui vous permet de nous joindre à tout moment. Donc c'était très bref, mais je laisse sans attendre la parole à Anne-Laure Morin qui va pouvoir compléter et enrichir ce premier axe. Ah non, c'est parfait. Bonsoir à tous. Je vais faire extrêmement court. Je vais essayer de ne pas être trop longue sur ces aspects donc juridiques. Et vous allez voir que le droit de la recherche, que j'ai appelé le droit de la recherche sur la personne pour coller finalement à la nouvelle réglementation qui est la loi Jardé en France, dont vous avez peut-être entendu parler. Pour certains d'entre vous, très certainement. Une nouvelle appellation qui n'est plus une appellation juridique de recherche biomédicale, qui est conservée pourtant dans certains textes internationaux, et qui est donc plus large finalement que celle de la recherche clinique. Alors ce droit de la recherche sur la personne, il s'est construit, et on va voir qu'il s'est construit très certainement en avalisant, tel que le droit le fait parfois, les principes que Virginie vient d'exposer. Donc comme je vous le disais en introduction, l'appellation recherche sur la personne, c'est vraiment au sens large, lato sensu. C'est une recherche que le droit va appréhender lorsqu'elle concerne le corps de la personne, les échantillons issus de son corps et les données à caractère personnel. L'acceptabilité sociale, qui est le rôle de la loi, c'est-à-dire celui de prévoir par une codification ce que la société peut accepter dans ce type de recherche. L'acceptabilité sociale des recherches à la personne est fondée donc sur ces principes éthiques que Virginie vient de rappeler, car ça ne vous aura pas échappé. Expérimenter sur la personne, ça ne va pas exactement de soi. Expérimenter sur le corps de la personne, c'est bien évidemment un acte qui est en dehors de l'acte médical, qui doit rester tout à fait séparé, qui, pour le droit, pose un problème d'atteinte à l'intégrité corporelle et de protection. Donc le droit, en fait, va se loger tout de suite, lorsqu'il va appréhender le droit de la recherche clinique ou la recherche sur la personne, dans un paradigme totalement protecteur. C'est-à-dire que le droit va considérer qu'on est là devant une potentielle victime à protéger contre un potentiel bourreau. À l'exemple, bien sûr, avec les exemples que Virginie a cités, des exemples historiques bien connus. C'est un paradigme qui est réinterrogé en ce moment. Alors ça, c'est intéressant de le noter pour la petite histoire, c'est-à-dire qu'il y a certains auteurs, il y a surtout un qui s'appelle Philippe Amiel, qui se dit que peut-être il y aurait lieu de consacrer pour le droit ce qu'on appelle pour la personne un droit à l'essai. Donc on pourrait en discuter lors de la discussion si ça vous intéresse. C'est-à-dire que la personne, dès lors qu'elle rentrerait dans les critères d'une recherche clinique, aurait le droit de participer à cette recherche. Mais là, du coup, effectivement, on est dans un autre paradigme. Le droit français aussi, et ça, il faut vraiment s'en souvenir lorsqu'on fait des recherches, notamment sur les échantillons biologiques humains, est gouverné par ce qu'on appelle une conception personnaliste du corps. C'est-à-dire que le droit va chercher, lorsqu'il protège le corps, à protéger la personne.
à travers le corps, on a toujours la protection de la personne en droit français. Ça explique que lorsqu'on fait une recherche sur des échantillons biologiques humains, et puisque la personne, comme vous le savez, est régie par un principe de dignité, eh bien on considère que des parcelles de sa dignité vont descendre dans les parcelles de son corps. Et donc, du coup, pour le droit, du moins le droit français, on considère qu'on doit également protéger ces recherches sur les échantillons biologiques. Et le droit va consacrer donc les principes qu'on va voir ici exposés dans la slide suivante, par le biais de textes, et comme vous l'a introduit gentiment Virginie, merci, des textes qui sont soit qu'on appelle de soft law, soit de hard law. Donc la soft law, pour les non-juristes, c'est effectivement des textes qui sont de valeur inspiratrice, qui n'ont pas vocation à être normatifs au sens strict du terme, mais qui peuvent bien évidemment inspirer des textes qui, eux, la hard law, auront une force contraignante. Donc je vous les ai mis à gauche, à la colonne de gauche, la soft law, donc la déclaration Helsinki, je ne vais pas y revenir, les lignes du SIOMS, les déclarations de l'UNESCO dont a parlé Virginie, et puis des normes que vous connaissez peut-être si vous vous intéressez à la recherche clinique, qui sont les normes de l'organisation intergouvernementale ICH, qui sont par exemple les bonnes pratiques cliniques. Qui ne sont pas de la hard law, mais qui sont repris très topiquement par la hard law, puisque ce sont des normes qui sont reconnues comme tout à fait fondamentales pour régir la recherche clinique. Du côté de la hard law, donc vous reconnaissez notre bonne vieille loi Hurier 1988, qui depuis lors a été modifiée, mais aussi les lois relatives à la bioéthique, qui datent de 1994, mais qui ont été révisées 2 fois désormais, et qui vont venir régir certains aspects de la recherche clinique, et notamment la recherche, par exemple, en génétique, ou la recherche également sur les échantillons biologiques, puisque ce sont les lois de bioéthique qui, justement, vont venir fixer le statut du corps humain. La convention d'Oviedo, comme vous l'a dit Virginie, c'est de la hard law, alors que ça s'appelle une convention. Effectivement, c'est un peu source de confusion, mais c'est un traité international, celui du Conseil de l'Europe, et donc c'est quelque chose qui doit être, qui est respecté, qui est doté d'une force contraignante. De même, la directive de 2001 sur les essais cliniques, dont vous savez peut-être qu'elle a été abrogée par un règlement du 16 avril 2014, un règlement qui va venir régir les essais cliniques de médicaments. Et j'emploie un futur car il n'est pas encore totalement en application. Il le sera l'année prochaine. La loi Jardé du 5 mars 2012, l'ordonnance qui vient l'adapter au règlement et son décret d'application constituent également de la hard law. Et on va voir un tout petit peu plus loin ce qu'elle dit dans ses grandes lignes. Voilà. Et nous avons également un règlement européen sur la protection des données. Ça aussi, ça vous aura peut-être pas échappé, du 27 avril 2016, tout récent, mais qui ne sera applicable qu'en 2018, mais qui va imposer de grands changements, dont on pourra vous parler à une autre occasion. Alors, les principales normes qui sont mises en place par tous ces textes, évidemment, ce n'est pas exhaustif, hein, et il y a des phénomènes qu'on appelle des phénomènes d'interaction normative, c'est-à-dire que dans les textes de hard law comme de soft law, vous avez effectivement les mêmes principes. Tous ces textes mettent en place les mêmes obligations, et finalement, ces obligations se trouvent renforcées les unes par rapport aux autres et sanctionnées éventuellement par le juge. La recherche, nous dit le droit français, je ne vous ai pas mis les articles du Code de la santé publique parce que je trouvais que c'était quand même un petit peu rébarbatif, doit présenter une utilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une recherche futile. C'est très spécifiquement inscrit dans le Code de la santé publique. Elle doit se fonder sur le dernier état des connaissances scientifiques et sur une expérimentation préclinique. Donc c'est exactement une déclinaison des principes de Nuremberg. Elle doit viser à étendre la connaissance sur l'être humain ou les moyens d'améliorer sa condition. Là aussi, vous reconnaissez un principe suivant lequel la recherche ne doit pas se faire soit d'une façon futile, soit pour un objectif qui ne sera pas reconnu comme d'importance. L'intérêt des personnes qui se prêtent à une recherche prime toujours sur les seuls intérêts de la science et des sociétés. Là aussi, c'est inscrit dans notre code de la santé publique. La recherche
doit minimiser les risques. C'est ce qu'on appelle le fameux rapport bénéfice-risque qui va être évalué par les fameux comités d'éthique notamment. Elle doit faire l'objet d'un examen par un comité indépendant. Donc en France, c'est ce qu'on appelle les comités de protection des personnes, et d'une autorisation par l'autorité compétente. Pour du moins les recherches interventionnelles, on va voir la différence tout à l'heure. La recherche ne peut être diligentée si la personne n'a pas été dûment informée et n'a pas consenti expressément pour les recherches interventionnelles ou ne s'est pas opposée pour les recherches dites non interventionnelles. Et puis un point important qui nous concerne très souvent un pasteur, c'est que le promoteur doit contracter une assurance obligatoire pour l'indemnisation des conséquences dommageables de certaines recherches lorsqu'elles sont interventionnelles. Donc voilà le système en très gros, bien sûr, mis en place par le droit, qui encore une fois s'est approprié les principes éthiques dégagés à partir du Code de Nuremberg pour les mouliner à sa sauce, mais en gros les avaliser très certainement quasiment telles quelles. Alors, je crois que là il y a un petit... Excusez-moi, voilà. Donc tout ça pour vous dire que la loi Jardé, dont je vous ai parlé, donc la loi qui est désormais applicable en France à la recherche sur la personne, va venir, et c'est donc tout à fait récent, distinguer 3 catégories de recherche suivant les niveaux de risque. Donc nous avons 3 colonnes ici que vous pouvez regarder sur la slide. La première catégorie, ce sont des recherches interventionnelles qui comportent une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en charge. Donc c'est les recherches qui comportent le plus grand risque, qui correspondent à l'ancienne dénomination des recherches biomédicales. Par exemple, une recherche sur un médicament ou des prélèvements de nature invasive sur la personne. Donc là, évidemment, nous aurons un régime de consentement et un régime d'autorisation de la NSM. La deuxième catégorie, ce sont des recherches qui sont encore qualifiées d'interventionnelles, mais qui ne comportent que des risques et des contraintes minimes, avec des prélèvements moins invasifs et éventuellement des questionnaires qui, en revanche, le seraient davantage. Et la troisième catégorie, ce sont des recherches non interventionnelles dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle. Donc, des recherches classiquement qualifiées d'observationnelles et qui ne nécessitent alors qu'une information et l'exercice d'un droit d'opposition pour la personne. Donc toutes ces recherches, il faut bien le concevoir, sont désormais soumises à l'examen des comités de protection des personnes. Alors j'en aurais fini par là. La recherche sur la personne, en quoi la direction juridique et particulièrement le pôle santé dont j'ai la responsabilité peut vous aider. Nous vous assurons bien sûr à la DG une mission de veille d'analyse. Nous effectuons également des formations comme certains le savent ici. On a un rôle d'expertise dans les différents comités qui sont mis en place à l'Institut Pasteur, Open Desk, Corcu, IRB. Et puis, ce que nous faisons très souvent avec nos collègues de la coordination clinique et de la cellule éthique, c'est qu'on aide à la qualification des projets de recherche au regard de tous ces textes que je vous ai exposés. Et encore, on a véritablement simplifié. Bien sûr, on assiste également pour la satisfaction des obligations administratives, parce que, et ça je pense que peut-être Nathalie va en dire un mot, toutes ces obligations envers la CNIL, le CPP, la NSM, le ministère de la Recherche, sont à conjuguer, à démêler, et il y a besoin parfois d'un accompagnement juridique. Bien sûr, on rédige et on négocie des contrats qui vont avec la mise en œuvre de toutes ces recherches, qu'elles soient en France, dans le réseau ou à l'international. J'avais mis un dernier petit point avec un point d'interrogation, parce que j'en parlais tout à l'heure avec Clémentine, Nathalie et Virginie. On ne fait pas de lobbying, mais ce serait tout à fait souhaitable dans certains secteurs de pouvoir avoir une action. Lorsqu'on veut faire bouger les lois, il ne suffit pas de râler contre les lois. Parfois, il faut juste prendre le temps de l'analyse, de la rédaction d'un plaidoyer et aller vers le législateur pour lui proposer autre chose. Voilà, je vous remercie.
Il me revient le privilège de vous apporter le point de vue effectivement de la coordination clinique sur effectivement ce qu'on peut attendre, quel est le périmètre de la recherche clinique, donc tout ce que vous avez voulu savoir sur la recherche clinique. Donc comme l'a indiqué Anne-Laure, il faut l'entendre au sens recherche sur la personne humaine, c'est-à-dire au sens international, toute recherche qui va être en lien avec l'individu, que ce soit par ses données personnelles, ses échantillons ou la réalisation d'une intervention sur lui-même. Donc, un projet de recherche clinique, il a un objectif qui peut être à la fois scientifique, d'expliquer un phénomène biologique, pathologique ou non, mais également, ça peut être aussi un objectif de santé publique pour évaluer un traitement expérimental, mesurer la performance d'un test diagnostique ou d'une organisation des soins, ou encore comprendre l'origine, l'impact des pathologies infectieuses ou non au sein d'une population. Donc, les objectifs sont divers, variés, les méthodes également. Mais ce qui est important, c'est de ne pas confondre la recherche clinique avec la prise en charge médicale courante. En effet, un protocole de recherche requiert la mise en place ou la systématisation d'interventions qui sont absentes ou peu fréquentes dans les soins prodigués aux populations concernées, parce qu'effectivement, il peut y avoir des limitations d'accès aux soins. Par ailleurs, il ne faut pas confondre la recherche clinique avec la surveillance sanitaire. Si deux conditions ne sont pas satisfaites, en fait, vous vous trouvez en recherche clinique. C'est-à-dire, par exemple, si ces actions de surveillance ne sont pas diligentées par un État, mais sont prises à l'initiative d'un groupe, on se situe en recherche clinique. De la même façon, s'il y a une utilisation secondaire des échantillons ou des données qui sont issues d'un système de surveillance sanitaire diligenté par l'État sur son propre pays, eh ben, il s'agit d'une recherche sur la personne humaine, puisqu'on va réutiliser les données et ces échantillons dans un contexte qui n'était pas initialement prévu. Donc c'est très important parce que ça explique effectivement le champ d'action que l'on peut avoir auprès des scientifiques de l'Institut Pasteur. Donc les acteurs qui vont intervenir dans ces recherches. Pour l'Institut Pasteur, en priorité, nous avons les scientifiques qui vont s'associer très rapidement au corpus médical de manière à accéder à la population cible de la recherche. Donc la population cible ou ses échantillons ou ses données. Pour pouvoir faire cet accès, eh ben, en fait, le scientifique va s'entourer de métiers supports, que ce soit effectivement des conseils méthodologiques et statistiques, le conseil juridique ou éthique, mais surtout un support en termes de gestion de projet qui va intégrer l'ensemble des dimensions nécessaires à la recherche clinique. Et la dernière partie, effectivement, en termes d'acteurs qui va intervenir, ce sont les instances de contrôle qui peuvent être à la fois en interne ou en externe. Comme vous l'a déjà dit Virginie et Anne-Laure, il y a des comités d'éthique qui vont examiner la recherche et s'assurer qu'elles sont conformes aux principes éthiques internationaux et nationaux, mais dans l'objectif de protéger les personnes qui sont au centre de ce processus. Alors, je viens vous apporter par cette slide quelques définitions importantes sur les terminologies de promoteur et d'investigateur. Donc le promoteur, c'est une personne physique ou morale qui va prendre l'initiative d'une recherche biomédicale sur l'être humain. Donc ça, c'est la définition telle qu'on peut la trouver dans les ICH E6 qui portent sur les bonnes pratiques cliniques, qui en assure la gestion et qui vérifie que son financement est prévu. Alors pourquoi il y a ces différentes conditions ? Parce que c'est pour aussi satisfaire les principes éthiques internationaux. On fait une recherche qui va avoir un sens, mais on s'assure surtout qu'elle va être bien gérée et qu'il y a un financement nécessaire et suffisant pour mener ce projet à son terme. Et le promoteur prend la responsabilité légale de cette recherche, c'est-à-dire que s'il y a un incident au cours de ce projet, eh ben, il va en supporter les conséquences financières, voire pénales. L'autre partenaire, donc généralement les scientifiques, quand l'Institut Pasteur est promoteur, ben effectivement on a les parties intéressées au sein de l'Institut, ce sont effectivement les scientifiques et les métiers supports qui vont intervenir dans le rôle promotion. Ensuite, nous avons les investigateurs. Donc là, c'est l'autre pendant de la recherche. Ce sont les personnes qui vont être directement en contact des populations qui font l'objet de la recherche. Donc l'investigateur, il faut l'entendre au sens de là où la personne physique qui dirige, surveille la réalisation de la recherche sur un lieu. Donc il travaille avec des collaborateurs dans son établissement pour mener la recherche auprès des participants. Donc en France, réglementairement, un investigateur, c'est un médecin qui a passé sa thèse en médecine. Si vous n'avez pas ces conditions réunies, il faut aussi qu'il soit inscrit au Conseil de l'Ordre. Si ces conditions ne sont pas réunies,
la personne ne peut pas être investigateur. Cependant, il y a des dispositions aussi dans la réglementation française qui permettent à certaines personnes d'être qualifiées de personnes compétentes, personnes qualifiées, qui vont pouvoir se substituer dans certaines recherches aux investigateurs qui ont un parcours médical. Si vous souhaitez avoir beaucoup plus de précision concernant les responsabilités, rôles et responsabilités respectives du promoteur ou de l'investigateur, je vous encourage à lire les bonnes pratiques cliniques issues du corpus documentaire de l'International Conference of Harmonization, pour laquelle effectivement on a une guideline éthique, pas réglementaire, mais une guideline éthique et qualitative à ce propos. Alors maintenant, je vais vous découler, grosso modo, comment se passe un projet de recherche clinique qui va nécessiter le recrutement d'individus. Donc on ne part pas sur la partie d'accès à la collection. Donc là, pour l'instant, vous avez un premier niveau de vision qui est très global. C'est un scientifique qui a un objectif pour lequel il souhaite recevoir des échantillons de manière à les analyser. Il traitera les données de manière à procéder à une publication. Mais on se doute bien que les échantillons, ils n'arrivent pas par l'opération du Saint-Esprit, mais effectivement qu'ils sont issus de la participation de sujets à qui on a collecté ces échantillons et éventuellement on a des données associées qui peuvent être nécessaires pour procéder à l'analyse des données issues de l'analyse des échantillons. Mais pour accéder à ces éléments-là, il faut mettre en place un processus qui peut prendre du temps et le mieux, c'est que ça se fasse sous la conduite d'un chef de projet, de manière à s'assurer que le parcours soit le plus optimal, mais aussi qu'on passe bien, on effectue bien toutes les étapes nécessaires et suffisantes pour parvenir au succès, c'est-à-dire la publication des résultats. Alors, dans un premier temps, il faut concevoir l'étude. Et donc, effectivement, on s'entoure de différentes compétences de manière à concevoir l'étude dans l'ensemble de ses dimensions, à la fois sur le plan des partenariats, mais également les documents d'études qui vont dire qui fait quoi, comment, et ainsi de suite. On reviendra un peu sur les documents dans un deuxième temps. Ensuite, ou en parallèle, il faut rechercher des financements. Une fois qu'on a ces éléments, c'est-à-dire les partenaires, et on sait ce qu'ils vont faire et qu'on a un financement disponible, on peut se poser effectivement la question des contrats de manière à bien formaliser qui fait quoi excusez-moi, j'ai envie de dire que les chefs sont bien gardés, si effectivement on arrive à bien définir qui fait quoi et comment. Les documents d'études permettent également d'obtenir une validation externe. Comme l'a dit Virginie et également Anne-Laure, une validation externe est nécessaire auprès d'un comité d'éthique, parfois auprès d'autorités compétentes. Et on va revenir après sur cette validation externe. Une fois ces éléments satisfaits, et les autres éléments administratifs accomplis, on va passer au travers d'un processus de validation interne qui va permettre et autoriser la participation des sujets. Et la boucle est bouclée. Voici le circuit préférentiel qui permet d'arriver avec plus ou moins de difficultés en fonction des paramètres de votre étude à l'accomplissement de l'objectif et la publication de vos résultats. Donc en termes d'instances de contrôle, comme je vous l'ai indiqué, il y a des instances de contrôle interne. Ce n'est pas spécifique à l'Institut Pasteur, ça existe dans plusieurs institutions, voire même chez les industriels. Donc ces instances internes, quels sont leurs objectifs ? C'est à la fois de réviser les documents, s'assurer qu'il n'y a pas d'éléments qui ne sont pas satisfaisants, mais surtout c'est de valider l'engagement de la responsabilité de l'institution, de l'entreprise en tant que promoteur. Éventuellement, dans certains projets peuvent nécessiter le passage et la validation du projet devant un comité d'éthique institutionnelle. L'ensemble de ces éléments a pour objectif de contrôler les risques pour l'institution et les participants. Alors là, j'ai préféré vous indiquer effectivement un feu tricolore parce que si effectivement il y a des éléments qui sont irrévocablement bloquants, on peut... Cette revue peut bloquer un projet, mais le plus souvent, on va être dans l'étape intermédiaire, le slow, c'est-à-dire il faut apporter des garanties complémentaires, développer des axes de solutions complémentaires pour obtenir un go de l'institution et aller dans le projet. En termes d'instances de contrôle externe, alors là, on est dans une autre dimension puisqu'on est plutôt dans la version go-no-go, c'est-à-dire on passe ou on ne passe pas. Si on n'arrive pas à satisfaire, si on n'arrive pas à convaincre, la recherche ne se fera pas. Donc, parmi les instances externes, on a les comités d'éthique de la recherche, dont leur objectif est d'assurer la protection des participants. Pour la France, il s'agit des comités de protection des personnes, ou CPP.
Les instances de contrôle peuvent également faire partie du corpus des autorités de santé. L'objectif, c'est de vérifier les respects de la loi et des guidelines. Donc là, pour la France, nous avons l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ou ANSM, ou encore l'Agence de la biomédecine. D'autres autorités compétentes peuvent également participer à la revue des projets et à leur validation et elles vérifient également le respect des lois ou des participants. Donc on a le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui va se porter son analyse sur les collections d'échantillons biologiques d'origine humaine, ou encore la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui va porter son attention sur les traitements des données mises en œuvre dans le cadre de la recherche et le respect des participants. Mais il ne faut pas oublier que parmi les contrôles externes, il peut y avoir aussi des financeurs ou des associations de patients ou des partenaires qui pourraient demander effectivement à pouvoir surveiller la recherche. Alors on peut inscrire par exemple la revue par l'Ethics Board qui est faite à l'Institut Pasteur. Ça s'inscrit effectivement dans la demande du financeur qui est l'Europe de savoir est-ce que le projet est bien mené et effectivement décider ou non s'il y a des corrections à apporter. Donc, quels sont les éléments évalués par les instances de contrôle? Donc là, je n'ai pas fait de ciblage pour savoir quelle agence regarde plus tel ou tel élément, mais je vous en donne les grandes lignes. Donc tout d'abord, c'est les objectifs et la méthodologie de la recherche. Donc ça s'inscrit effectivement dans ce qu'a dit Virginie et Anne-Laure. On fait une recherche utile et non pas une recherche futile, et il faut pouvoir démontrer que ça l'est. Ensuite, les instances vont vérifier les modalités de surveillance de la recherche, la protection et le respect des participants, le devenir des échantillons ou des données collectées au cours de cette recherche, mais également la faisabilité et les compétences des parties intéressées. En France, tout particulièrement, les CPP vont porter leur attention sur la qualification des investigateurs et des personnes qualifiées. Et enfin, le dernier point, c'est effectivement le respect de la loi et des principes fondamentaux. Comment ces instances vont-elles évaluer ces éléments? Tout simplement en regardant un set de documents très classiques en recherche clinique qui sont constitués par le protocole, le support d'information et le formulaire de consentement, les supports de collecte de données, les curriculum vitae, voire lorsqu'il s'agit d'essais cliniques, les brochures investigateurs qui permettent de donner l'ensemble des données précliniques et cliniques disponibles sur un produit. Donc ces éléments sont schématisés ici par des petits documents sur lesquels on va revenir notamment sur le protocole, le support d'information et ensuite sur la collecte des données. Alors, tout d'abord, je vais faire défiler différentes diapositives concernant le protocole. Mon objectif n'est pas de les lire dans leur intégralité, mais sachez que vous aurez de disponible l'ensemble des points clés d'un protocole de recherche clinique tel que le propose la guideline du CIOMS de 2016 dans son annexe 1. L'objectif est de vous indiquer effectivement qu'il y a un grand nombre d'éléments nécessaires à inclure dans un protocole. Certains, on est moins habitués à les gérer. Alors, moins habitués, alors c'est pas nécessairement à l'Institut Pasteur, parce que sur la partie numéro de version, date de version, pagination, c'est un cheval de bataille que nous défendons et nous soutenons auprès de l'ensemble des partenaires, à la fois internes ou externes à l'Institut Pasteur. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que certaines de ces exigences vont s'inscrire justement dans la dimension internationale qu'indiquait Virginie tout à l'heure. Donc le principe d'un protocole, c'est bien de définir qui fait quoi, comment, et c'est le résultat du travail de conception qui est fait auprès du porteur de projet avec l'ensemble de l'équipe projet. Donc, pour exemple, ici, on va définir la population de l'étude et justifier pourquoi on fait appel à elle. On va définir quel est le processus de recrutement et quelles sont les modalités de sa participation, mais surtout les modalités de surveillance et de la sécurité des participants. Comme je l'indique ici en orange, on a des éléments à anticiper, notamment concernant la continuité d'accès à des traitements et aux bénéfices de la recherche. Et ça, c'est vrai que ce sont des axes qui ne sont pas forcément très développés dans les thématiques que nous avons à l'Institut Pasteur, où on a très peu de dossiers qui répondent à ces thématiques. Ensuite, pour poursuivre, il faut indiquer les éventuelles finalités potentielles de l'utilisation secondaire des échantillons et des données, les modalités de surveillance et un point qui est bien souvent oublié, c'est les sources de financement, les liens d'intérêt des investigateurs et des fonctions essentielles à la recherche. Donc ça, on est dans le protocole.
C'est le premier niveau. Mais vous verrez qu'effectivement, ces obligations se reportent également dans le document d'information. Donc, s'il y a des mesures particulières de capacity building lorsqu'on est à l'international, c'est important aussi de les expliquer dans le protocole. Et à ne pas oublier, c'est le plan de communication qui va inclure, qui peut spécifier quels sont les auteurs, mais qui ne doit pas oublier effectivement l'ensemble des contributeurs au montage du projet. La donnée essentielle, l'information clé qu'il faut que vous reteniez, c'est que concevoir une recherche et écrire son protocole, c'est un travail multidisciplinaire. L'objectif de la recherche, il est fixé initialement par un scientifique, on ne va pas le déposséder de son travail, il est responsable de son projet et nous allons l'accompagner à rédiger le protocole. Et nous ne rédigerons pas l'ensemble du protocole à sa place. Par contre, effectivement, on peut appeler différents contributeurs pour la rédaction de celui-ci, de manière à ce que chacun puisse savoir quel est son rôle, sa responsabilité dans le projet, et atteindre l'objectif final. Alors, concernant les points clés de l'information et du consentement, les premiers éléments que l'on retrouve ici en haut ne sont même pas cités par les CIEMS, mais c'est une évidence qu'il convient de rappeler, c'est-à-dire il faut identifier la recherche de façon non stigmatisante, parce que parfois, dans un projet de recherche, on peut avoir un titre de protocole qui peut laisser penser que telle ou telle catégorie de population est à risque et autres, alors qu'on cherche à le mesurer. Donc c'est important de bien identifier la recherche et surtout ne pas oublier les versions à la fois en numéro, en date et la pagination, parce que si on a besoin de se référer un jour ou l'autre, c'est toujours important de savoir qu'est-ce qui a été communiqué auprès du participant. Donc là, vous avez un ensemble d'éléments qui sont des clés fondamentales que l'on va retrouver dans l'ensemble des documents, et tels que aussi le retour des résultats à la fois individuels ou globaux au cours ou au décours de la recherche, si ces résultats peuvent avoir une incidence dans la participation du sujet. Donc vous aurez accès à la présentation, vous pourrez les lire. Ce qui est important de voir aussi, c'est qu'il faut bien identifier, et ça c'est pas indiqué explicitement dans la guideline du CIOMS, qui est responsable du traitement des données, où ce traitement se passe et quels sont les échanges qui ont lieu, parce que si ça n'est pas anticipé, parfois, et notamment au niveau international, ça peut poser des difficultés pour obtenir des avis de certaines agences. Donc ça, je vous encourage effectivement à ne pas oublier ces éléments-là. Là, ces guidelines CIOMS demandent également qu'on en présente les acteurs de la recherche, bien identifier qui sont responsables, quels sont les chercheurs qui y participent et leurs affiliations institutionnelles, les sources de financement, mais surtout, et là je me dis, c'est peut-être pas très lisible pour vous dans la salle, le CIOMS demande effectivement de décrire les éventuels gains d'intérêt des chercheurs, de leur institution et des comités d'éthique, de manière à apporter la garantie auprès du participant que le projet auquel il aurait proposé de participer a bien été évalué de façon indépendante et qu'il y a un bien fondé derrière celui-ci. En termes de garanties, donc, il y a un certain nombre de garanties qui sont présentées ici, qui doivent être portées quasi systématiquement je dirais même systématiquement dans les projets. Et en fonction de ces projets, il peut y avoir des mentions complémentaires à anticiper, notamment l'analyse des caractéristiques génétiques humaines, qui doit, le cas échéant, en fonction de son étendue, prévoir la communication des résultats individuels pertinents pour la santé et pour lesquels il y a une action qui est possible auprès du participant pour prévenir une évolution fatale ou prendre des dispositions appropriées. Et bien sûr, tout ça s'analyse au regard du contexte et des éléments accessibles dans le pays où est menée la recherche. S'il y a une constitution biobanque, comme vous pouvez le voir, il y a un grand nombre d'éléments à prendre en compte. Et surtout, la nouveauté qui est prévue par le CIOMS, qui se tourne et qui prend en compte le fait que le recours aux moyens informatiques se développe de plus en plus, et même auprès des participants en termes de collecte de données, il est nécessaire de penser à des mesures de sensibilisation à la maîtrise de l'information en cas d'usage de ces outils électroniques, parce que les participants ne sont pas forcément conscients de du risque potentiel auquel il s'expose s'il ne maîtrise mal l'outil informatique. En conclusion de cet élément-là, il est important de prévoir la conception d'une information loyale, conforme aux exigences, mais surtout compréhensible par ses destinataires. On dit communément que l'information doit s'adresser à un élève de 3e.
pour qu'il puisse être compréhensible par l'ensemble de la population française. Et quand je dis population française, c'est population adulte. Et pour ce faire, il est bienvenu d'envisager une revue multidisciplinaire de ces éléments. Donc comme vous pouvez le voir, on conçoit de façon multidisciplinaire, on revoit de façon multidisciplinaire, et c'est dans ce processus que s'inscrit l'Institut Pasteur dans l'ensemble des éléments de validation interne. Un petit focus très, très rapide sur la collecte de données. C'est un point essentiel de la conception des projets. C'est devenu un point essentiel dans la conception des projets puisqu'il faut pas seulement identifier les données nécessaires et suffisantes, il faut justifier la collecte des données sensibles utiles à la recherche, mais surtout il faut définir les formats qui vont être utilisés, définir les flux de ces données et définir les moyens de sécurité qui vont être mis en place. Parce que ce sont ces éléments qui, de plus en plus, vont conditionner les autorisations, que ce soit des autorisations réelles ou de conformité à une méthodologie de référence. Et ça doit être fait avant la mise en œuvre effective dans la recherche, qui doit comprendre, le cas échéant, une formation des acteurs intervenant sur les données. Alors, une fois tout ça précisé, quelle est la nature du support que vous pouvez attendre de la coordination clinique du CRT? Donc, tout d'abord, notre action, c'est de soutenir le développement des projets de recherche clinique et translationnels dans un environnement opérationnel et éthico-réglementaire sécurisé pour les chercheurs et l'institution. La première étape, c'est effectivement de vous présenter au guichet unique qui va vous permettre, le cas échéant, d'être auditionné par l'Open Desk, au sein duquel siègent les différents, à la fois des membres de des membres du CRT, mais également la cellule éthique, des représentants de la cellule éthique et du pôle santé de la direction juridique, voire d'autres services tels que la DARI, tels que certaines sections du Grand Office, de manière à pouvoir mesurer l'ensemble du projet et l'accompagner dans les meilleures conditions. Donc le plus en amont a lieu cette consultation, le mieux c'est. Car ça permet également de définir les conditions d'un engagement de la coordination clinique. Et une fois cet engagement fait, il y a une désignation d'un chef de projet clinique qui va vous accompagner dans l'ensemble des étapes d'un projet de recherche clinique. Donc les étapes de conception, et à chacune de ces étapes, le chef de projet va s'entourer des compétences nécessaires pour mener ces éléments. Donc les étapes de conception qui va conduire à une revue interne et un avis du comité de recherche clinique, les démarches réglementaires et autorisations, mais également les démarches administratives en lien avec le soutien de la DG pour tout ce qui est étape contractuelle. Une fois ces éléments satisfaits, on a l'autorisation de l'Institut Pasteur qui permet effectivement la mise en place opérationnelle et le suivi de la recherche. Si une modification survient, eh ben, on boucle sur la première étape, mais rassurez-vous, c'est généralement très rapide. L'objectif, c'est surtout d'obtenir les validations nécessaires de manière à implémenter ces éléments-là au plus près et au plus rapide des médecins et des patients. Des sujets. Une fois les objectifs en termes de recrutement atteints, recrutement, accès aux échantillons, accès aux données, eh ben on va venir en support effectivement pour clore ce projet de façon à la fois administrative, mais également dans la partie rédaction de rapport s'il y a lieu, et ainsi que la publication. Donc là, comme vous pouvez le voir, le chef de projet a vraiment un rôle central sur l'ensemble de ces étapes, et c'est vraiment idéal d'avoir cette configuration, mais qui n'est possible que si on a un contact très en amont avec la possibilité d'engager nos ressources. Dans le cas contraire, parfois ça se limite malheureusement à des conseils parce que nos ressources ne sont pas extensibles. Alors en conclusion, puisqu'il faut arriver à une conclusion, même si ma présentation peut être un poil un peu trop longue, le succès en recherche clinique, c'est fonction de deux facteurs principaux qui sont l'anticipation et la disponibilité des ressources. Alors l'anticipation, quels sont les éléments importants à anticiper? Alors à anticiper en dehors de votre domaine de compétences scientifiques ou médicales. L'anticipation sur les démarches qui sont à accomplir et également les financements nécessaires pour pouvoir accomplir, le cas échéant, ces démarches. Comme l'a dit tout à l'heure Anne-Laure, parfois il est nécessaire de souscrire une assurance, donc si ces éléments-là ne sont pas anticipés, ça peut poser problème. Donc c'est important de venir très en amont, même avant même la recherche de financement.
Ensuite, en termes de ressources disponibles, comme j'ai pu vous le montrer, en fait, une recherche clinique, ce n'est pas juste un scientifique et un médecin, il y a un ensemble d'expertise, de ressources tout autour. Ce qui veut dire effectivement il faut des ressources humaines, et quand on travaille avec des ressources humaines contraintes, on a besoin de financements complémentaires pour étoffer ou accéder à des ressources à des expertises qui ne sont pas encore disponibles au sein de l'Institut Pasteur. C'est également possible, cette situation. Tout ça, c'est pour toute cette explication et pour vous encourager à contacter le guichet unique du CRT de manière à anticiper ces éléments. Le guichet unique vous indiquera si une audition formelle en open desk est nécessaire. Donc, pour information, on se réunit tous les jeudis, possiblement en mode dégradé pendant la période estivale, mais il y a quand même une activité qui sera maintenue. Vous pouvez demander, nous contacter via l'adresse qui est indiquée ici, crt-opendesk@pasteur.fr. Et dans le cadre de ce guichet unique, on peut également vous orienter vers d'autres services supports en recherche, qui sont associés à la recherche clinique, donc à la fois à la coordination clinique, mais également le groupe SEBO, le pôle santé de la direction juridique ou la cellule éthique dans les domaines d'expertise qui sont les leurs. Alors, je vous remercie de votre attention. J'espère qu'on vous verra très prochainement à l'Open Desk avec des propositions de nouveaux projets et que ceux-ci conduiront à une collaboration fructueuse avec mon équipe. Voilà. Merci beaucoup.